Enfin, Harry et Hermione retournent à l'infirmerie pour prendre la place des Harry et Hermione du passé. Dumbledore faisant comme s'il ne savait pas ce qui s'est passé, et Ron ne pigeant pas ce qui s'est passé. Le lendemain, Harry va dans le bureau de Lupin pour le voir remballer ses affaires. Remus a démissionné pour que Dumbledore ne se casse plus la tête avec les parents d'élèves, refusant qu'un loup-garou fréquente leur bambin. Harry se plaint que tout ce qu'il a fait n'ait servi à rien, avec Petit Gros qui s'est échappé. Mais Lupin lui répond que découvrir la vérité et sauver un innocent n'est pas rien. Avant de partir, il lui rend la carte des maraudeurs. Lupin part, laissant derrière lui le souvenir du seul professeur de défense contre les forces du mal, qui n'est pas incompétent, connard ou maléfique. Dans la salle commune, Harry découvre qu'on lui a envoyé un cadeau, signé d'une plume d'hippogriffe. Un nouveau balai, l'éclair de feu, le balai le plus rapide du monde. On va gagner la coupe de Quidditch. Il est rapide, oui. Inquiétez, c'est bien. Je peux pas rater ça. Le prisonnier d'Azkaban est sans problème le meilleur épisode de la saga, et aussi celui qui changea le reste de la série. Désormais, tous les films auront un style sombre et inspiré du style de Cuarón, et laisseront tomber toutes les couleurs magiques de Chris Columbus. Ce qui est un plus selon moi. Les couleurs de Chris Columbus sont sympas, mais l'ambiance sombre et bizarroïde donne un peu plus de charme, je trouve. Ça le rend un peu plus unique, moins basique. De plus, ce ne seront plus des aventures épisodiques comme dans les deux précédents, mais une série de films à suivre composant une histoire plus complète. Ce film est aussi le mieux réalisé. Les mouvements de caméra accompagnent parfaitement l'action et certains plans sont même poétiques, notamment les séquences avec le sol cogneur, illustrant le passage des saisons, et ingénieux comme le passage de la caméra à travers la tour de l'horloge pour ouvrir et clôturer la séquence de retour dans le passé. Sans parler de l'arrivée des détraqueurs, commençant petit avec une ambiance terrifiante, commençant à se mettre en place pour remonter vers les créatures. Ou la transition en noir pour les moments où Harry s'évanouit. Bref, une excellente mise en scène pleine d'excellentes idées. Là où le premier film avait pour thème l'enfant à la découverte d'un monde plus riche à travers l'école et l'éducation, et le 2 celui de la peur de l'enfant de mal tourner, le thème de celui-ci est la lumière dans les ténèbres. Le Lumos dans les endroits sombres, le Patronus contre les créatures en capuche noire, et la bonté de Sirius Black dans l'océan d'horreur qu'il a subi et ce qu'on a dit sur lui. Ou la scène où le garçon s'amuse alors que dehors les détraqueurs guettent. En parlant de Black, J.K. Rowling a encore fait fort en jouant sur la suspicion du spectateur, sur qui est le méchant. Entre Lupin qui a le poste qu'occupent tous les traîtres et la description de Sirius Black, joué par un acteur spécialiste dans les monstres et autres méchants, comme Alan Rickman d'ailleurs, pour au final nous surprendre, les révéler comme les gentils de l'histoire, et révéler que le méchant est celui qu'on soupçonne le moins. Un animal de compagnie qui apparaissait un petit peu dans les précédents films. Gary Oldman n'a pas beaucoup de scènes, mais c'est probablement ce qui rend ces scènes si précieuses et si touchantes. On l'aime bien, on aimerait avoir plus de temps avec lui, tout comme Harry en fait. David Wallis était aussi très charismatique. Il est sûrement le meilleur professeur de défense de toute la saga, vu qu'on apprend des choses avec lui, contrairement à Quirrell qui, je soupçonne de saboter ses cours, et Lockhart qui... Ouais, sans commentaire. Mais la cerise sur le gâteau, c'est l'amusement. Bon, comme la scène de l'épouvantard et sa gentillesse durant les scènes qu'il partage avec Harry. On passe vraiment de bons moments avec lui, alors que généralement les profs c'est chiant. De plus, j'ai lu comme quoi il serait dans un classement des meilleurs profs du cinéma, à juste titre. Aussi, on apprend beaucoup de choses sur le passé des parents d'Harry, sur leurs amis et leur héritage, formant un thème de nostalgie et de regret qui s'associe à nouveau avec la lumière dans les ténèbres. Les souvenirs des bons moments dans un monde sombre qui nous permet de nous protéger contre les ténèbres. Emma Thompson était bien délirante. Michael Gambon est un bon tournant après le Papa Noël des films de Chris Columbus. Et Emma Watson s'est bien améliorée maintenant. Elle fait moins comme si elle récitait son texte et elle est un peu plus convaincante dans son interprétation. Toujours pas exceptionnelle, mais si elle est ok. La musique de John Williams est ici très différente. Pas mal de thèmes se font remplacer par de nouveaux thèmes. Et de très bons thèmes, renforçant ce style bizarre et sombre de cet opus. Et c'est apparemment le dernier film sans rapport direct avec Spielberg ou Lucas où John Williams acceptera de faire la musique. Aussi, ce film s'est fait remarquer par le fait que les enfants portaient des habits normaux un petit peu plus souvent, au lieu des robes qu'ils portaient durant les autres épisodes. C'est vrai qu'il y a pas mal de scènes en habits normaux, alors même les montrer ainsi sur l'affiche,
Mais c'est pas la première fois qu'on les voit en habits normaux, pas de quoi en chier une galette. C'est aussi le premier film à reprendre le rythme initial, à savoir un film tous les 1 an et demi. Je suppose que la Warner a battu en retraite face au retour du roi. Tu m'étonnes. Mais enfin, il est maintenant temps de parler adaptation. C'est au tour de l'analyse de Radio Phoenix. Je suis d'accord avec Michael G. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est sans aucun doute le meilleur film de la saga. Non seulement concernant la mise en scène, mais aussi au niveau de l'adaptation cinématographique. Les nouveaux venus incarnent tous avec brio leurs personnages. Michael Gambon, qui remplace le regretté Richard Harris, s'approprie parfaitement le rôle et crée son Dumbledore, et pas une vulgaire imitation de son prédécesseur. Beaucoup ont d'ailleurs critiqué à tort et souvent sans justification valable sa prestation. Ils ont reproché à la production d'avoir remplacé Richard Harris. En même temps, le gars est mort. Emma Thompson, dans le rôle du professeur Trelawney, est juste bluffante. De même, Timothy Spall, dans le rôle du traître Peter Pettigrew, correspond mot pour mot à la description du livre. Cet acteur a vraiment une tête de rat. Mais le rôle que j'attendais avec la plus grande hâte est sans hésiter celui de Remus Lupin. C'est ce personnage qui m'a fait aimer la saga Harry Potter. D'ailleurs, Ewan McGregor était initialement prévu pour le rôle. Ça aurait vraiment été formidable d'avoir cet acteur. Pourquoi n'a-t-il finalement pas été retenu ? Je pense que le problème vient de la différence d'âge trop importante avec Alan Rickman. C'est vrai que 25 ans d'écart entre les deux acteurs alors que leurs personnages sont censés avoir le même âge, c'est un peu gros. Surtout que Remus est censé avoir l'air un peu fatigué par rapport à son âge. Mettre quelqu'un de plus jeune aurait décrédibilisé le personnage. C'est sûr, si c'est pour paraître 10 ans de moins que mon âge, moi aussi je veux être un loup-garou. Enfin, à part ça, le personnage est vraiment génial dans le film et c'est ce qui compte. Hormis le fait que ce ne soit pas Ewan McGregor et que son apparence de loup-garou soit plus proche d'un Gollum géant plutôt que d'un loup, le personnage de Remus Lupin correspond parfaitement à ce qu'on pouvait attendre en lisant le livre. Et puis faut reconnaître que David Twillis a bien joué son rôle. Un autre détail qui a créé toute une polémique auprès des fanatiques est l'absence d'Olivier Dubois, le capitaine de l'équipe de Quidditch de Gryffondor. En effet, ce personnage est d'une importance capitale. Sans lui, Harry Potter n'existerait pas. Même si j'ai adoré la scène à l'infirmerie dans le livre, juste après la défaite de Gryffondor face à Poufsouffle, lorsque Harry demande où est Dubois et qu'un des jumeaux répond « Il est toujours à la douche, je crois qu'il essaye de se noyer », je comprends tout à fait que le personnage ne soit pas dans le film. Et puis ça donne une raison de lire le livre. Les décors du château ont changé, mais je trouve que cela n'est absolument pas dérangeant. Poudlard est en effet un endroit magique et l'on accepte donc sans mal quelques variations d'une année sur l'autre. Au contraire, cela ajoute à la magie des films. Et il y a aussi toute l'intrigue autour de l'éclair de feu qui a été supprimée. Dans le livre, Harry recevait le balai à Noël et Hermione l'amenait au professeur McGonagall pour qu'elle vérifie si ce n'était pas un cadeau piégé de Sirius Black. On regrettera néanmoins qu'il n'y ait pas plus d'explications sur qui sont les maraudeurs. Même si l'on devine facilement qu'il s'agit du père de Harry pour Cornedru, de Sirius Black pour Patmol, de Remus Lupin pour Lunar et de Peter Pettigrew pour Queue de Verre. Je lui mets comme note concernant l'adaptation 9,75 sur 10. C'est le minimum pour un tel film. Quant au film en lui-même, je lui donne 9 sur 10. Le meilleur Harry Potter de loin, bien que ce ne soit pas mon Harry Potter préféré. Rendez-vous demain où nous passerons à la coupe de feu. Books alone, I can't remember where was my home. The distant faces fade away, I'm always on my own. I can show a smile, it's not hard to do. I can have the strength to go on, but sometimes I wanna let go of everything. When thoughtfulness is not the game I teach by giving love, I mountains seem higher endlessly when they're pebbles at your feet.